Vous êtes bien sur la chaîne YouTube de la Cité des Mémoires étudiantes. Nous vous proposons ici des éclats d'archives orales. L'ensemble du témoignage peut être consulté sur le site indiqué dans la description. Et n'hésitez pas à vous abonner. J'arrive à la fac et en plein milieu de la cour, il y avait une table, une jeune femme derrière, absolument splendide, qui vendait les cartes de l'UNEF. Elle me vend ma carte d'UNEF. Donc là, je nage comme tout lycéen qui arrive à la fac. Alors à l'époque, il y avait propédeutique. Alors propédeutique, évidemment, ça a disparu aujourd'hui, mais c'était une espèce de sas, enfin de tri, si j'ose dire, pour ensuite faire la licence. Et à propédeutique, j'ai été pris en main très vite par des gens qui faisaient le journal Les Traves. Donc on m'a mis au bureau de propédeutique, enfin de l'intergroupe de propédeutique, immédiatement en disant bah, toi tu vas faire ça, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Et je me suis mis à m'intéresser plus au journal qu'à mes études d'ailleurs. Donc on avait fait un journal qui s'appelait Les Traves, dans lequel il y avait des gens qui écrivaient sur tous les sujets. Évidemment les sujets syndicaux, entre guillemets, le logement étudiant, les amphis bourrés, les difficultés financières des étudiants, etc., etc., etc. Plus, et c'était très important, la guerre d'Algérie, parce que ça c'était vraiment le nœud du problème, et la préoccupation majeure des étudiants, en tout cas parisiens, en tout cas à la fac de lettres. Donc la guerre d'Algérie. Et puis, donc, il y avait des gens qui écrivaient dans ce journal, écrit moi-même bien sûr, moi j'y ai mis des poèmes, mais j'y ai fait la rencontre de Bertrand Tavernier, qui écrivait sur le cinéma américain, mais aussi Melville, qui était son cinéaste français préféré. Il y avait la littérature, on était en plein dans le roman structuraliste. Donc il y avait des gens extrêmement compétents, ce que je n'étais pas d'ailleurs, tout étudiant en lettres que j'étais, qui écrivaient des articles là-dessus, dont Frédéric Vitou, qui est aujourd'hui académicien. Enfin, le journal s'est arrêté à la deuxième année, de toute façon. Il avait été créé l'année précédente par Sylvain Letringer. Et puis on a fait 2 ou 3 ou 4 numéros, je ne sais pas, dans l'année, et puis après c'était fini. Tout de suite, je me suis trouvé dans le bain. Il y avait les manifestations. Il y a eu le 27 octobre 1960. Il y avait les manifestations contre la guerre d'Algérie. Il y avait des tas de mouvements en permanence, si vous voulez. Donc je passais plus de temps à distribuer des tracts ou le journal dans les amphis, surpeuplés d'ailleurs à l'époque, que dans les cours magistraux. Ils voulaient en tout cas restreindre très nettement l'attribution des sursis aux étudiants. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, ça voulait dire partir en Algérie et y rester 2 ans, parce que c'était 2 ans. 24 mois, certains ont donné, il n'y a qu'à revoir les parapluies de Cherbourg. Et donc là, on se battait effectivement énormément pour faire garder leur sursis aux étudiants. Les communistes à l'époque jugeaient, à tort peut-être, mais peut-être à raison, ça c'est, je ne sais pas, les historiens nous le diraient, que les étudiants étaient les privilégiés et qu'il n'y avait que 7% de fils d'ouvriers à l'université, et que par conséquent, qui allait se faire casser la gueule, j'allais dire, en Algérie, c'était les fils d'ouvriers. Et donc, en s'appuyant là-dessus, la CGT disait, vous êtes bien mignons avec vos sursis, mais c'est un truc de privilégié. C'est parce que vous êtes des fils de bourgeois, il n'y a pas de raison que, etc. C'était l'un des conflits profonds entre la CGT en particulier, donc le Parti communiste,
et l'UNEF, et les syndicats étudiants, les syndicats enseignants. Et on disait, premièrement, ce qu'on veut, c'est la paix en Algérie. Ça, c'est la première des choses, c'est notre objectif principal. Deuxièmement, c'est une vie à peu près potable, correcte pour les étudiants, c'est-à-dire qu'ils puissent faire leurs études autrement que dans des amphis Richelieu avec 3000 personnes alors qu'il n'y a que 1000 places, enfin, etc., etc. Que les cités universitaires soient développées, qu'on puisse plus se loger correctement, etc., les programmes. Et puis, on s'occupait, enfin, c'était principalement le bureau de l'UNEF qui s'en occupait, on s'occupait des sursitaires en leur disant on va vous essayer d'avoir un sursis. Moi-même, d'ailleurs, j'ai été sursitaire, forcément. Mais il y avait eu une grande manifestation organisée par l'UNEF, c'était Pierre Gonez qui était le président, donc moi j'étais déjà à l'AFGEL, donc c'était l'année d'après. Pierre Gonez était le président de l'UNEF à l'époque, et il avait fait une grande manifestation à la Mutualité. 27 octobre 60, c'est ça. Alors cette manifestation, j'y étais, ça a été mon premier coup de matraque. Parce que je ne suis pas arrivé à rentrer dans la Mutualité. Il y avait un monde fou dehors, ils avaient mis des haut-parleurs à l'extérieur de la salle, de la Mutualité. Et à un moment donné, il y a un brigadier de gendarmerie ou de police, je ne me souviens plus, qui a dit bon, dispersez-moi tout ça. Et là, à partir de ce moment-là, ils ont commencé à taper à coups de matraque et à poursuivre les gens jusqu'à d'Enfer Rochereau. Et là, j'ai pris un gros coup de matraque parce qu'il y a une fille qui est tombée devant moi et j'ai voulu la relever, j'ai pris un coup de matraque dans le dos. Ça a été le premier, c'est pas le dernier. Il y en a eu d'autres après. Et je dois dire d'ailleurs que le jour où, à la suite du discours de Debré, disant allez à pied, à cheval, en voiture, vous opposez aux généraux félons, aux parachutistes qui ne sauraient tarder d'arriver sur Paris, nous avons déménagé nuitamment le bureau de l'UNEF, de la rue Soufflot, pour emmener les Ronéo et je ne sais quel dossier dans un local de la JEC, me semble-t-il, rue Notre-Dame-des-Champs. Vous pensez bien que s'ils étaient arrivés à Paris, ils auraient vite fait de trouver. Enfin bon, peu importe. Ça explique pourquoi, ce soir-là, j'ai demandé à mon père de me prêter sa 2 chevaux. Après, on a déménagé de la rue Soufflot, là c'est moi qui ai fait le déménagement, au centre Albert Châtelet, à la Mouffetard, qui est aujourd'hui le centre Gilles de Gênes, je sais pas si vous l'avez vu, ce grand bâtiment qui est sur la place, là, au 6e et 7e étage. Il y a encore un restaurant universitaire, d'ailleurs, dans ce truc. Mais au 6e et 7e étage, il y avait la maison des lettres. Et là, c'était, bon, il y avait une salle de répétition, c'était plus clair, il y avait des bureaux, l'AS Lettres y était hébergé, et puis surtout, tous les groupes de théâtre, et le groupe de théâtre universitaire de Paris, dont des gens que j'ai aidés à démarrer dans la mesure de mes modestes moyens. Un, en leur laissant des locaux à disposition, et deux, quelquefois en les aidant à faire leur musique, enregistrant leur musique, ou en faisant des costumes, ce que j'ai fait par exemple pour Ariane Nouchkine. Mais il y a eu Chéreau, il y a eu Jean-Pierre Vincent, Jean-Pierre Miquel, qui était le président du groupe de théâtre antique, Philippe Léotard, j'en oublie peut-être. Enfin, c'était devenu, la Maison des Lettres était pratiquement devenue le centre bouillonnant du théâtre universitaire, avec tous des gens qui sont devenus ensuite les grands réalisateurs, les grands metteurs en scène, que vous connaissez. Comme j'étais très, très impliqué à cause de la Maison des Lettres dans le théâtre universitaire, je me mets au service de Jacques Lang, qui était à l'époque le créateur et responsable du théâtre, du festival du théâtre universitaire mondial, festival mondial du théâtre universitaire.
il me donne pour mission d'aller dans un certain nombre de pays, en particulier les pays de l'Est, pour trouver des troupes intéressantes pour jouer. Lui, il avait envoyé un autre émissaire aux États-Unis, un autre dans les pays du Nord, etc. Enfin bref, c'était la 2e année où je participais à ce festival. Et je fais ce tour sans avoir... Je suis allé en Yougoslavie, pas à Yougoslavie, c'était à Yougoslavie encore, c'était à Skopje, Macédoine. Il venait d'avoir un tremblement de terre et les mecs nous présentaient un truc qui avait ni queue ni tête. J'étais à Belgrade, à Budapest. Bref, et j'ai terminé par l'Italie, où ça m'a permis de voir le Piccolo Théâtre de Milan. Je reviens et j'avais rien, vraiment il n'y avait pas de spectacle. C'était quand même d'un certain niveau le festival de Jack Lang à Nancy. Si cette vidéo vous a plu, N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air.